Bonjour, moi je suis François Lecastrec, je suis entraîneur national et c'est à ce titre que je vais vous parler. Et puis je vais laisser Polo se présenter. Donc Paul Yachkin, donc je suis ingénieur de recherche à l'École nationale de voile et des sports nautiques et donc j'accompagne la fédération sur on va dire les développements, enfin recherche et développement depuis les Jeux de Séoul. Donc ça commence à faire un petit moment. Donc pour faire référence à ce que disait Nicolas, Polo, moi c'est ma délicate interface. Ouais. Donc en fait, juste avant de commencer, parce qu'on a parlé au niveau des politiques des fédérations, au niveau de la voile, la stratégie sur la PO précédente, c'est d'avoir un entraîneur chef d'un projet de développement technologique. Donc il n'y a pas quelqu'un qui chapeaute tout, c'est chaque entraîneur qui est responsable de son projet de développement. Et donc dans le cas de ce qu'on vous présente aujourd'hui, donc c'est François qui était responsable du projet de développement au niveau du FIN. Voilà, donc pour le moment, les premières images sont essayées, les premières diapos, c'est pour essayer de vous faire vivre la manière dont ça s'est construit finalement dans le temps. Donc entre le moment où la mission m'a été confiée et le moment où vraiment il y a eu un projet clair, ça a pris une petite année sur lequel, comme je le disais hier pour ceux qui étaient là, j'ai fait un projet un peu tout seul, sans les athlètes, sur lequel moi je m'étais dit il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut essayer de ne pas rater. Voilà, donc l'idée c'était, il faut se remettre dans le contexte, 2 athlètes qui ne connaissent pas le support, sur un support technologique, tout un tas de limites qui faisaient que l'idée c'était quand même de faire le plus simple possible. Et étant donné qu'on partait 4 ans en voile, c'est très court pour maîtriser nos engins de compétition. Voilà, il fallait que ce soit clairement un projet à court terme, donc déjà ça limitait, ça chantait beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on savait dès le début qu'on n'allait pas faire. J'ai essayé de m'exclure de rien, c'est-à-dire d'imaginer tout ce qu'on pouvait faire et faire les ratures après, plutôt que de faire les ratures avant. Donc motoriser tout ce que je pouvais imaginer, puis ensuite rayer. Et d'ailleurs, ce même projet, il a servi tout au long de l'Olympiade. Tout au long de l'Olympiade, je reprenais les résultats de l'année, et puis je me disais, ce projet, on ne peut plus, c'est trop tard, ou au contraire, c'est encore intéressant, ou au contraire, ça ne l'est plus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc là c'est... il faut aller plus vite. Hein. Donc là c'était tout un tas de projets qu'on avait, et ils sont à peu près mis dans l'ordre chronologique, finalement. Je crois que j'ai pas fait exprès. Mais la première, c'est le couple de rappel. Peut-être que Polo pourra expliquer un peu ce que c'est, rapidement. Bon, c'est de définir... parce qu'en fait, il n'y a pas de quille, hein, il n'y a pas de laisse, c'est l'équipier qui va faire le rappel et empêcher le bateau de se retourner. Donc en fonction de la position, des réglages, des sangles sur les bateaux, on peut essayer d'optimiser un petit peu et surtout trouver une position, on va dire, confortable qui permet de tenir un coup de rappel important longtemps, donc sur l'ensemble d'une manche, et puis après essayer de travailler sur une valeur maximum sur des temps précis de confrontation avec un autre bateau, quoi. Donc on a un banc de mesure à l'école qui permet de valider ces valeurs-là en statique. Et ce qui est intéressant, c'est que les coureurs mettent leur propre bateau. On va projeter l'image. Donc ça permet aussi de visualiser et de s'approprier un petit peu, même si c'est des chiffres qu'on voit sur l'écran, mais d'associer une valeur à des sensations. Donc c'est ça qui est intéressant, plus que la valeur en elle-même, quoi. Donc ça, c'est capital. Enfin, moi à chaque fois que j'ai démarré une Olympiade avec de nouveaux supports ou de nouveaux coureurs, je commence par ça, parce qu'en fait ça donne des références. D'abord on a des références normées sur certains supports, et ensuite un grand va pas avoir le même couple de rappel qu'un petit, pourtant il faudrait qu'ils y arrivent. Donc ils ont des aménagements de caissons, des aménagements physiques à faire, et là on a des mesures tout de suite. Ensuite le banc de mesure de test de mât, nous on a des mâts qui sont pas aubanés. Alors c'est un peu technique, mais c'est-à-dire qu'on peut pas donner la forme au mât qu'on veut. Donc une fois qu'on a construit le mât et qu'on le met sur l'eau, il est figé, il va se mettre à bouger avec la voile, et on peut pas le maîtriser. Donc du coup on a beaucoup de mâts, et évidemment l'idée c'est d'arriver à la perle rare, c'est-à-dire que ce soit un mât qui marche dans tous les temps. C'est une utopie, mais ça, on y arrive à peu près. Et donc du coup on avait besoin d'avoir quelque chose de reproductible. Et là Apollo nous a permis de faire
on avait des élucubrations, mais enfin, il est toujours resté, il nous a toujours permis de rester sur un socle simple. Tu peux peut-être en parler? Ouais, enfin, ça sera une diapo plus tard, donc on va passer vite sur ce point-là. Hein. Ok. Et puis tout le reste, finalement, c'est des choses qu'on n'a pas fait. La mesure des tensions sur le gréement, c'était quelque chose qui nous apparaissait important au début, et puis on s'est dit qu'on allait se perdre et qu'on n'avait pas le temps. Les mesures dynamiques sur l'eau, c'était pareil, on n'a pas trop eu le temps. Moi, j'avais une idée pédagogique, je voulais que les athlètes puissent comprendre ce qu'ils avaient dans les mains et en 3D. J'ai essayé une fois, on y a passé un week-end avec un intervenant, et on s'est dit qu'on n'allait plus le refaire, qu'on perdait notre temps, que ça allait être trop coûteux en temps. La mesure des voiles en statique, ben, ça c'est quelque chose de très important, on ne l'a pas fait non plus, parce qu'en fait on s'est mis à travailler avec un voilier. L'histoire a fait qu'on s'est mis à travailler avec un voilier qui nous faisait des choses parfaitement reproductibles dont on était content, donc on n'en avait pas besoin en fait. Et puis la mesure de torsion des coques, c'est très important, mais là aussi on a développé un partenariat avec un constructeur et on n'a plus eu besoin de ça. Voilà. Pour ce qui est on l'a fait d'une autre manière en quelque sorte. Et pour ce qui est du plancher, ben ça on s'y attaquait très vite. Voilà. Donc en fait, là aussi, c'est peut-être une des originalités de notre fonctionnement. On s'est très vite rendu compte que les Anglais, qui sont nous la meilleure nation, c'est un avantage et un inconvénient. Juste une aparté, c'est un inconvénient parce que sur les championnats du monde, ils peuvent faire 1, 2, 3 au monde. C'est un avantage parce qu'au jeu, il n'y en a plus qu'un. Donc c'est pas si mal d'avoir une équipe aussi forte que ça. Ils ont tout verrouillé, c'est-à-dire que sur le plus gros constructeur qui existe, qui est Norse, en fait, ils ont une structure personnelle, et dès qu'on fait une voile Norse, ils savent exactement ce qu'on a fait. Donc ça pose problème. Et pour les mâts, pareil, ils sont à coquiner avec le meilleur fabricant de mâts. Et on a déjà testé des choses. On sait très bien, quand on met un mât dans le circuit qu'on a commandé nous, on sait très bien qu'ils ont les cotes dans les 2 mois qui suivent. Donc du coup, on a essayé de se dire comment... c'est surtout un problème de confiance. Comment est-ce qu'on peut développer quelque chose qui soit à nous, et en acceptant les défauts. Donc on s'est mis à fonctionner avec une petite voilerie dont l'entraîneur était aussi le voilier et l'entraîneur de la Finlande et de la Suède. Et petit à petit, on a développé un partenariat. Alors ça s'est pas fait, j'ai mis la confiance n'est des actes, parce que ça s'est pas fait, ça s'est fait comme ce que j'ai décrit hier sur l'intérêt individuel. Ça s'est fait sur un intérêt individuel. Nous, on cherchait de la confiance et on cherchait du matériel qu'on puisse maîtriser. Et eux, cette petite équipe-là, ils étaient aussi 2 coureurs, Suède et Finlande. En fait, ils étaient un peu frustrés. Le voilier était un peu frustré parce que c'était une équipe qui tournait au ralenti. Ils avaient des choses à essayer. Les coureurs étaient très conservateurs, ils n'essayaient pas. Moi, j'avais des jeunes et ils essayaient tout. Ils étaient prêts à aller dans toutes les directions. Donc en fait, on s'est associés tout doucement. On a commencé par faire des choses ponctuellement ensemble. Et seulement au bout d'1 an et demi, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait un partenariat et comment on le fait ? Voilà, donc on a développé un partenariat qui était un partenariat original qui est maintenant, on en reparlera pour les mâts, et puis avec des choses qu'on a acceptées. On allait moins vite auprès, finalement à la fin de l'Olympiade, on allait moins vite aussi auprès. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas réglées. Par contre, il y a eu d'autres avantages, je ne sais pas si on en parle après ou pas. Oui, donc en fait la voilerie, elle avait déjà travaillé sur les Jeux de Pékin, sur développer une voile spécifique au plan d'eau. Et par rapport à ce qu'ils avaient imaginé et ce qu'ils avaient conçu, ça ne correspondait pas du tout à la sensation sur l'eau. Donc le constat, c'était que l'entrée des données, la caractéristique du vent qui rentrait dans le logiciel n'était pas forcément bonne. Donc les attentes de la voilerie, c'était est-ce que vous pouvez nous aider à mieux qualifier les entrées de notre programme. Donc c'était voilà, dans le partenariat, la demande de la voilerie finlandaise, elle était typiquement là-dessus. Donc là, comme François l'a expliqué tout à l'heure, donc la notion de base de données sur le matériel, c'est quelque chose qui est important en voile, parce qu'on a des séries qui durent longtemps dans les Olympiades. Donc le FIN est olympique depuis 56, je crois, donc il y a une histoire. C'est pas du tout le même engin depuis 56, mais donc c'est bien d'avoir aussi l'évolution. Donc les matériaux ont évolué, le règlement évolue. Donc cette connaissance des caractéristiques mécaniques du matériel est indispensable pour un suivi de travail sur le matériel.
Et ça permet surtout un échange entre donc, les constructeurs. Hein, tous les constructeurs utilisent le même test. Donc les coureurs aussi, nous aussi, même si on a rajouté quelques éléments sur le test. Donc ça permet quand même d'avoir un moyen d'échange. Quand on dit une Raider en tête de mât de 102, ben voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis après, ça permet aussi, au niveau du voilier, d'avoir une adaptation d'une voile par rapport à un mât donné, en fonction de cotes décrites par ce test. Donc juste ça veut dire que nous qui achetons des mâts et qui nous déplaçons environ 200 jours par an, à un moment donné, plusieurs fois dans la saison, quand on a des mâts neufs, il faut qu'on repasse par l'ENV pour tester. Alors on a une version parking hein, pour le test de mât pour avoir une idée rapide, hein, mais c'est bien de faire un test un peu plus précis de temps en temps, quoi. Donc voilà, sur le, comme je parlais tout à l'heure, hein, sur la demande du voilier, hein, c'était quel vent je dois rentrer dans mon modèle. Donc quasiment toutes les voileries ont des modèles de calcul aéro assez sophistiqués, hein. Donc ils maîtrisent le type de voile qu'ils font. Donc la voilerie VB est plutôt spécialisée sur les petits bateaux, hein. Donc ils ont des bons outils là-dessus. Mais ils avaient fait le constat que sur Pékin, y a des choses qui n'allaient pas bien. Donc leur demande était vraiment sur la répartition verticale du vent. Ouais, donc là, on avait noté une anecdote parce qu'en fait, donc c'est un peu compliqué ces histoires de turbulence et c'est compliqué donc de gradient, c'est-à-dire le vent est plus haut, en bas et puis l'air est turbulent. C'est un peu compliqué pour nous coureurs, enfin acteurs, coureurs et entraîneurs à s'approprier. C'était la demande pour le voilier pour rentrer dans les logiciels. Et il se trouve qu'un jour, alors on était allé donc suite à nos théories, on va dire dans un sens pour les réglages. Et puis un jour on rentre de Weymouth. Ça allait toujours pas très bien dans un compartiment du jeu auprès. Et puis finalement, là on est 2 mois avant les jeux, donc on se dit bon, le choix du matériel était fait, de toute manière c'était acté qu'on n'allait pas très bien, mais on a toujours envie d'aller un peu mieux. Et on se dit avec Jonathan, on se dit si on reprenait les réglages d'il y a 1 an finalement, parce que là on fait des élucubrations depuis 1 an, et puis on remet les réglages, on retend tout, et puis on revient, on recroise la cellule météo qui était allée sur l'eau en même temps, et qui nous demande comment vous étiez réglé aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, donc on avait retendu nos gréements, tout marchait bien, et ça correspondait exactement aux mesures qu'ils avaient fait sur l'eau. Et là, on s'est dit quand même, voilà, on perd pas complètement notre temps, quoi. Et c'était un hasard, hein. Mais on a pu conforter le raisonnement. Donc rapidement, hein, donc sur la mesure verticale du vent, donc on a juste modifié le bateau météo de la Fédé de voile en rajoutant un anémomètre, plus d'autres capteurs, hein, pour corriger les mouvements du bateau. Et donc ça nous a permis, après une campagne de mesure, de répondre à la demande de la voilerie. Donc déjà ça pose un problème, parce qu'on va faire un travail qu'on donne aux étrangers, hein, on a tout donné, hein, on n'a rien caché. Donc sur la diapo précédente, hein, il y avait la notion de confiance. Donc on va y revenir, hein, sur cette problématique-là. Donc sur les jeux, je te laisse la main, ouais. François. Ouais. En fait, en ce qui nous concerne, donc pour les 3 partenaires qui étaient engagés au jeu, donc la France, la Suède et la Finlande, clairement, on a eu un petit déficit auprès. Voilà. De notre côté français, c'était totalement accepté par l'athlète qui y est allé. Je ne sais pas si ça l'était autant par les autres, mais on y a trouvé un autre type d'intérêt, c'est-à-dire que ce partenariat qu'on a fait, on s'est posé la question dans les 3-4 mois avant les Jeux de qu'est-ce qu'on en faisait pendant les Jeux. Et on s'est posé la question, tous ensemble, tous les athlètes ensemble. On s'est posé la question entre entraîneurs aussi, parce que finalement les entraîneurs deviennent des collègues et presque un peu des amis. Donc on s'est dit, voilà, les Jeux, on s'est dit tous les deux, nous avec Joke, l'entraîneur finlandais, on s'est dit, on fait comment là, le jour des Jeux? On va sur l'eau, puis on se donne plus les infos, on se serre la main le matin, on se serre la main le soir, on est friendly, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a convenu qu'on allait faire pareil, nous, qu'on allait échanger toutes nos infos. Et en fait, il se trouve que nos 3 athlètes sont en finale. Et il se trouve que dans la préparation je suis trop long là? Dans la préparation des Jeux, en fait, il y a quelque chose d'important. D'abord, nous, on a des voiles en tissu jaune. Les autres ont des voiles en tissu noir. Et toute la préparation des Jeux, donc la semaine,
on se retrouve avec des coureurs qui sont partout esselés, parce qu'on est un par nation. Donc ils cherchent des partenaires, ils tournent. On a vraiment l'impression d'une ruche totalement désorganisée. Et puis nous, on dit on va naviguer à 11h, on va naviguer à 11h, ok, on est tous les trois, on fait notre truc, c'est le partenaire d'habitude. On se retrouve comme à la maison, quoi, finalement, c'est cool. On fait notre truc, de temps en temps il y a un coureur qui vient, on lui dit oh, bah non, pas tout de suite, on fera des manches tout à l'heure si tu veux. On n'est jamais, on est toujours accueillant, mais juste qu'il faut pour déstabiliser un peu les autres, pas plus, pas moins. On leur dit tout à l'heure, c'est pas l'heure, etc. Bon bref. Et puis finalement, il se trouve quand même qu'on a nos trois athlètes sont en medal race, quoi, tous les trois. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous a marqué et qu'on va reproduire. Ouais, donc justement là, c'était la PO qui vient de se finir. Là, on repart sur une autre PO avec un projet un peu plus ambitieux, avec un développement de l'ensemble mât voile, et toujours avec les mêmes partenaires plus d'autres partenaires. Donc là, je vais relaisser la main à François pour expliquer un petit peu le montage, juste en disant 2 mots que sur des projets précédents de développement de matériel, alors souvent on n'a pas beaucoup de sous, etc. Donc on trouve des arrangements et donc au final, il y a une société qui va développer un matériel quand elle a un peu de temps et sans forcément s'y mettre à fond. Là, l'originalité du projet, c'est que c'est le fabricant qui paye l'outillage et que s'il veut gagner de l'argent, il va falloir qu'il vende des mâts. Donc il faut que le produit soit bon. Alors que souvent, c'était la fédération qui mettait tant de sous sur la table pour faire un mât, on va dire, et puis si le mât n'est pas bon, il n'est pas bon, puis ça s'arrête là, quoi. Donc là, on a une dynamique qui est un peu différente, et je te relaisse la main, François. Ok. Alors, en fait, c'est un modèle validé parce que c'est le même modèle qu'on avait pour les voiles, finalement, sauf que là, on fait une recherche qui est ma voile. L'idée en fait principale, alors c'était tous ces gens derrière toutes ces structures, il y a des gens qui se connaissent bien, c'est-à-dire que si on prend Éole et on va dire et notre interface délicate, ils se connaissent bien depuis longtemps. Donc c'est des choses qui fonctionnent. Il se trouve que le patron de VBCL, qui est un aérodynamicien et un chercheur, est aussi le frère de Elie Brumer, en fait, qui est le mécanicien. Donc moi j'aime bien les petites structures. Déjà sur le plan du fonctionnement, j'aime avoir affaire à des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc déjà on a affaire à des gens qui ont envie. Voilà. Donc ça règle une partie des finances, ça règle pas tout parce qu'il faut quand même financer. Mais voilà, s'il y a des moments les finances ça coince un peu, ils continuent le projet quand même. C'est ce qui se passe et on peut le valider régulièrement. Donc déjà il y a ça. Après sur le financement, Éole paye l'outillage et le moule. La Fédé s'engage à acheter une partie des mâts, donc ça nous permet de financer. Là on fait rien de plus, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis plus d'argent. Les coureurs ont admis que sur leur dotation matérielle, la première partie allait servir à développer ça. Les coureurs ont mis de leur poche pour payer une partie de l'aérodynamique et de la structure, sachant que ça paye pas tout. Mais ça a été symboliquement important, enfin symboliquement, ils ont mis 2 000 € chacun quand même, mais symboliquement, ils payent une partie de la numérisation. Voilà, chacun y met un peu de son côté. Et ce qui est original, c'est qu'en fait, on est propriétaire de rien. C'est-à-dire que le constructeur a le droit de vendre à n'importe qui, comme le voilier a le droit de vendre à n'importe qui. La seule chose, et c'est super important au moment des jeux, c'est que tout le monde sur le circuit, c'est que nous, on sait ce que tout le monde a. Et c'est capital. Mais on est propriétaire de rien. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et dit je veux tel mât, tel ceci, tel cela, il l'aura, tel voile, il aura la même que nous. Mais nous, on sait exactement ce qu'il a demandé. S'il a fait une évolution, on le sait. Pour les voiles, c'est pareil pour les mâts. Donc rapidement, sur un projet de développement matériel avec un objectif des jeux, il y a le rétroplanning est essentiel. Hein. Il ne faut pas sortir le mât en 2015. Hein. Donc il faut que le mât il sorte cet été pour avoir suffisamment de temps pour le valider. Donc voilà, ça c'est le point important de l'échéancier. Donc on passe un petit peu. Ouais, juste un point sur encore une fois. C'est que il faut que les coureurs soient d'accord avec ça, sur ce modèle ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils le vivent. Il ne faut pas qu'ils soient frustrés par ça. C'est-à-dire que les coureurs qui ont mis 2 000 €, ils savent bien que ça va servir à faire vendre des mâts à leurs concurrents. Hein. Ils sont très clairs là-dessus. Donc juste 2-3 images hein, sur la numérisation des mâts existants. Hein. Donc c'est un outillage hein, qu'on a depuis peu sur l'école, hein, donc qui permet de faire des relevés de forme en 3 dimensions. Et donc du coup ça nous a permis d'avoir les profils des 4 mâts différents présents sur le marché
et donc du coup de rentrer ça dans les modèles aéro. Et donc les calculs sont toujours en cours, hein, au niveau aéro. Et juste pour vous montrer un petit peu la problématique, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser l'ensemble ma voile et pas que l'aérodynamique que d'une partie, puisque en fait ça marche pas. Et donc juste montrer un petit peu les... Donc l'aérodynamique va nous donner une certaine forme de mât, mais la structure va nous donner une autre forme de mât. Donc là c'est des sections d'un mât suisse, donc on voit la quantité de matière qu'il faut rajouter à l'intérieur pour avoir la déformée qui correspond à ce qu'on veut faire, quoi. Et donc pour finir, je te laisse commencer la fin. Ouais, donc disons dans les points importants, et donc Nicolas l'a précisé, hein, donc c'est l'aide que moi je peux apporter, notamment au début du projet, c'est vraiment sur la formulation de la demande de l'entraîneur ou de l'équipe, parce que souvent c'est avec leurs mots à eux, et donc il faut traduire ça en quelle est la demande, quel est le développement qu'il y a à faire derrière, qu'est-ce qui est possible aussi. Donc ça c'est... parce que des fois je suis un peu rabat-joie, hein, donc il y a des sociétés qui vous promettent monts et merveilles avec des beaux dessins qui bougent en 3 dimensions. Et donc moi des fois avec les entraîneurs je suis obligé de dire oui mais bon avec ça tu auras cette réponse-là, mais c'est avec ces hypothèses-là, donc ça ne va pas forcément répondre à l'ensemble des problématiques. Donc voilà, j'ai un rôle aussi des fois de rabat-joie. Mais ce rôle d'accompagnement, il est vraiment important. Et bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus dans la deuxième présentation, mais la notion de partenariat, elle est vraiment importante, parce que l'aspect financier, il est primordial, hein. Sans argent, on n'avance pas beaucoup. Et qui dit partenariat, il faut amener quelque chose. Et ce qu'on arrive à amener, donc l'exemple avec la voilerie est intéressant, c'est amener de la mesure, amener des retours d'expérience sur l'eau qui va permettre aux différentes PME de valider leurs modèles ou leurs outils. Et ça, c'est un apport que peut faire l'équipe. Et donc du coup, ça permet de nouer des partenariats techniques, ou au moins d'avoir des prix défiant toute concurrence, hein, pour accéder à des outils assez perfectionnés, quoi. Ouais. Moi, juste, j'ai insisté sur le plan, de manière humoristique, sur le rôle de Paul Yachkin, mais parce que moi, ça fait des années que je travaille avec lui maintenant, ça fait plus de 10 ans, et je crois que c'est très important, parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'arriver avec une question, qu'elle soit reformulée par Paul, et que je me retrouve avec, finalement, c'est pas tout à fait ce que je voulais chercher, donc du coup, des fois ça s'arrête là. C'est-à-dire que, par exemple, sur la mesure du vent, moi, maintenant, mon rêve, c'est qu'il me donne sur le bateau une mesure qui est assez... Enfin, un chiffre simple qui résume la turbulence et le gradient. Il m'a dit qu'il l'aurait pas, donc voilà, j'en fais le deuil et je vais passer à autre chose, c'est pas la peine que je perde du temps. Donc voilà, là j'ai donné des exemples négatifs, mais sur le mât, on avance fort, et son esprit de synthèse me permet moi de comprendre des choses. Je comprends rien en mécanique et tout ça, donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'explique ce que ça veut dire, quoi. Et ce rôle-là, il est essentiel. Sans Paul, je peux pas avancer sur ce genre de choses. Ce qui est vraiment bien de travailler avec les entraîneurs ou avec les coureurs, c'est que quand ils ne comprennent pas, ils le disent. Et ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment riche, quoi. Donc c'est quand même une remise en cause. Donc il faut reformuler, il faut essayer de mieux comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi.